Réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté vous propose aujourd'hui un webinaire traitant de l'information en santé. Notre époque est caractérisée par la quantité massive d'informations produites et diffusées à toute heure du jour et de la nuit. La raréfaction des professionnels de santé, dans un contexte de désertification médicale, nous invite à diversifier nos sources d'informations. Or, la qualité de ces informations ainsi que leur véracité est loin d'être uniforme. À l'heure où rien ne semble pouvoir freiner le partage de tout et son contraire, à l'heure où l'information et le consentement du patient sont des prérequis aux soins, quels sont les enjeux éthiques de l'information en santé et de ses corollaires, la mésinformation et la désinformation? Autonomie des usagers du système de santé, confiance envers nos sources d'information en santé et envers nos professionnels de santé, les informations, renoncement aux soins, rôle de la démocratie en santé et des communautés de patients, place du dialogue en consultation, importance de la formation des professionnels, autant de notions abordées aujourd'hui par nos trois intervenants. Alors, je serai l'animatrice de ce webinaire. Aux personnes qui nous écoutent, vous n'aurez pas la possibilité de poser directement vos questions aux intervenants. Il faudra les rédiger dans l'onglet en bas de votre écran, Q et R, en bas à gauche. Nous les soumettrons en dernière partie de webinaire aux intervenants pendant le temps d'échange. Pour introduire ce webinaire, je vais m'appuyer sur un article publié récemment sur The Conversation, un journal de vulgarisation d'universitaires, le 14 janvier 2025, qui s'intitule « Près d'un Français sur deux peine à comprendre et à utiliser les informations de santé ». L'article présente une enquête internationale sur la littératie. C'est le concept qui recouvre les connaissances, les compétences, les motivations et la capacité d'un individu à accéder, comprendre, évaluer et utiliser des informations de santé afin de prendre des décisions pour promouvoir sa propre santé. Cette enquête, qui a été faite sur plus de 2000 adultes âgés de 18 à 75 ans en France, a produit plusieurs constats dont voici les principaux. Le premier, près de la moitié des Français éprouvent des difficultés à s'approprier l'information sur les sujets de santé. Par exemple, 40% estiment qu'il est difficile de savoir comment se protéger des maladies à partir des informations disponibles dans les médias. Deuxièmement, les trois quarts des Français éprouvent des difficultés à naviguer dans le système de santé, c'est-à-dire à mobiliser les informations sur son fonctionnement et son organisation. Par exemple, plus de 2 tiers des utilisateurs du système de santé déclarent avoir du mal à se défendre si des soins ne répondent pas à leurs attentes ou ont des difficultés à comprendre les réformes du système de santé. Troisièmement, près de 3 quarts des Français ont par ailleurs des difficultés à utiliser les outils informatiques en santé. Par exemple, près de 2 tiers des personnes interrogées ont du mal à évaluer la pertinence et la fiabilité des informations en ligne et 60% peinent à détecter les intérêts commerciaux cachés derrière ces informations. Quatrièmement, plus de 50% des personnes interrogées trouvent difficile d'utiliser les informations recherchées sur Internet pour résoudre leurs propres problèmes de santé. En revanche, la communication avec les médecins pose moins de problèmes, puisque moins d'un tiers des enquêtés signalent des difficultés dans ce domaine. L'étude révèle, de plus, de fréquentes difficultés chez les répondants atteints de maladies chroniques, ainsi qu'un gradient social de littératie en santé. Plus les Français en situation socio-économique, les Français en situation socio-économique plus défavorable sont plus susceptibles de rencontrer des difficultés. Il est ainsi intéressant de souligner que la différence de niveau de littératie en santé, en fonction du statut social perçu, est plus marquée en France que dans les autres pays ayant participé à l'étude. Ainsi, un bon niveau de littératie en santé est généralement associé à des comportements de santé plus favorables et à un sentiment d'être en meilleure santé. Je vais maintenant donner la parole à Mireille Kerlan. Mireille, vous êtes orthophoniste, représentante des usagers et membre de France Asso Santé. Vous êtes membre du comité de protection des personnes de Besançon, membre du CPTS du bassin vésulien, formatrice en éthique clinique et membre du conseil d'orientation de l'EuroBFC. Vous êtes avec nous aujourd'hui afin de nous faire part de l'expérience des patients que vous avez pu rencontrer et des enjeux éthiques autour de leur information. À vous la parole. Merci Marie-Elisabeth.
Donc moi, je vais parler de la place plutôt de la part des représentants des usagers et des patients en général par rapport à cette question de l'information en santé. Donc effectivement, ce que vous avez communiqué, Marie-Elisabeth, sur ces chiffres, c'est effectivement très intéressant. Et ce que je voulais déjà dire en premier, c'est évidemment que l'information est primordiale pour les patients et les usagers. Le patient a besoin d'être informé alors sur plusieurs axes concernant sa santé, pour son bien-être, sa vie, et aussi concernant forcément la santé de ses proches. Les niveaux d'information, les comportements face à l'information sont très divers pour plein de raisons que vous avez d'ailleurs évoquées. Il y a des questions sociales, des questions culturelles, des questions éducatives, des questions familiales, hein, toutes sortes de représentations qui sont véhiculées par le milieu social, le milieu culturel, le milieu familial et qui perdurent. Et puis aussi la multiplicité des canaux d'information qui va du proche, du plus proche, hein, le proche de sa famille, avec qui on évoque ses difficultés de santé, qui vous donne de bons conseils ou de pas forcément bons conseils, mais en tout cas qui vous donne des conseils, qui vous informe. Ça peut être la voisine, ça peut être le réseau social. Et puis aussi maintenant, actuellement, on sait, et ça n'a pas été reconnu pendant longtemps, que les patients vont effectivement sur Internet. Alors, l'information sur Internet, elle est diverse. Elle est à la fois ce qu'on reçoit tout un chacun par les réseaux un petit peu communs, on va dire, sur Internet. Et puis, il y a des réseaux plus spécialisés, des plateformes plus spécialisées que certains connaissent plus que d'autres. Certains patients vont fréquenter plus que d'autres. En particulier, ceux qui sont qui font partie d'associations, qui sont atteints de maladies particulières, ont leur propre réseau, par exemple, et ceux-là, en général, sont bien documentés. Et puis aussi, il y a la presse écrite, la presse télévisée, la presse radiophonique, en tout genre, et qui diffuse aussi énormément de choses sur la santé étant quand même un axe très important dans la vie des personnes. Alors évidemment, la qualité de l'information et ces effets va donner de multiples. Enfin, il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a aussi énormément de fake news. C'est aussi ce qui est relevé, ce que vous avez cité, mais ce qui est relevé systématiquement. Et ça, comment faire la différence entre une bonne information et une mauvaise information? Il y a aussi effectivement tout ce qui est commercial ou semi-commercial ou très déguisé aussi. Comment est-ce qu'on s'y retrouve? Et puis, les pratiques douteuses et comment faire la différence effectivement entre une pratique qui soit correcte et une pratique douteuse pour le tout public, hein, j'entends. Donc effectivement, c'est difficile. Je parle là de tout le public. Et effectivement, on a des niveaux, ce que vous disiez, de littératie, ça je vais y revenir aussi. Alors, quand le patient arrive en consultation, forcément qu'il arrive avec des questions, hein, il vient consulter le médecin ou le professionnel de santé parce qu'il a des questions sur sa santé, mais il a aussi ses représentations et déjà des informations, ses propres informations. Alors, souvent on va chercher, alors d'autant plus que maintenant c'est difficile de trouver immédiatement une réponse, un professionnel qui vous répond immédiatement, quelle que soit sa catégorie. Et donc, il va chercher forcément des informations à droite, à gauche, ce que je disais. Donc, il est donc important que le médecin ou le professionnel de santé qu'il rencontre, qu'il puisse avoir avec le patient un dialogue en confiance et assez détaillé, afin de connaître, que le médecin puisse connaître ou le professionnel puisse connaître le niveau d'information du patient, puisqu'il pourra à partir de là le guider dans le réseau de bonnes et de mauvaises informations. Mais souvent, malheureusement, actuellement, on sait que le temps de consultation est très court. Et donc, souvent, ce dialogue n'a pas forcément lieu, ou en tout cas, va pas assez loin dans les détails. C'est pour ça que je parlais de détailler. À l'inverse, il faut savoir que le patient reçoit des informations de la part du médecin quand il est en consultation. Alors, d'une part, parce que on va dire que c'est obligatoire hein, depuis la loi de 2002, et les termes sont clairs, information loyale, claire, appropriée. Il faut pour que le patient, effectivement, puisse suivre ses traitements. Mais moi, je pense qu'aussi, ça je voudrais ajouter quand même, on a constaté que beaucoup de patients ne savent pas qu'effectivement, ils ont droit à cette information loyale, claire et appropriée. Chaque terme a son importance. Ceci avant de consentir aux soins, donc souvent, malheureusement, il ne va pas forcément demander.
Et puis, il y a un autre effet aussi sur ces informations qu'on reçoit en consultation médicale, c'est le trop-plein d'informations. Ça aussi, ça a été documenté. On sait que, en particulier dans les annonces de diagnostic, et en particulier quand les diagnostics sont assez négatifs, eh bien, en fait, le patient n'entend que le début. Et ensuite, et il n'entend aussi qu'une certaine forme. Il y a des études qui ont été faites aussi sur la forme verbale, enfin la forme linguistique, je voudrais dire. Ça, c'est l'orthophoniste qui est encore en arrière-plan et qui sait que c'est important de donner la bonne forme, la bonne expression à ces informations parce que le patient ne retient que certaines formes d'informations. Par exemple, si on dit au patient n'ayez pas peur, en fait, c'est pas, ça va pas lui enlever la peur. Au contraire, il va avoir peur. Il va être axé sur cette peur. Ce sont des exemples qui ont été répertoriés. Et puis donc, le trop-plein d'informations, bah, ça veut dire que même le médecin bienveillant qui veut donner le maximum d'informations ne se rend pas compte que le patient n'a enregistré qu'un certain nombre d'informations. Et si on n'y revient pas au fur et à mesure du traitement ou de la suite de la consultation, eh bien, il y a un certain nombre d'informations qui ne seront pas passées et il ne faut pas s'étonner qu'après, il y ait des erreurs, par exemple, sur l'application des traitements ou sur la suite, sur les pronostics, etc. Alors, les professionnels, il y en a qui communiquent très bien. Mais ils ont besoin de temps et je crois qu'actuellement, le système ne leur laisse pas ce temps de communication. Ensuite, il y a des professionnels donc, qui donnent l'information, mais qui ne vérifient pas que le patient a compris. Donc, c'est la question en particulier de la littératie en santé. Et là, effectivement, les chiffres que vous donniez, on les connaît depuis longtemps. Enfin, ils sont répertoriés et en particulier le niveau de compréhension des informations qui sont données. Ensuite, on donne quelquefois, moi je l'ai vu aussi, je l'ai vécu, mais d'autres patients l'ont vécu, on donne juste un compte-rendu. On vous donne, par exemple, après un examen, on vous donne un compte-rendu écrit avec des termes techniques. Et donc, il faut se rendre compte que la plupart des patients ne comprennent pas ces termes techniques ou peuvent les interpréter. Et donc, s'il n'y a pas un dialogue avec le médecin qui lui explique ces informations, il y a aussi un manque, enfin une rupture dans l'information. Il y a aussi l'attitude passive. Il faut reconnaître aussi qu'il y a une attitude passive, entre guillemets, du patient qui n'ose pas demander, qui n'ose pas poser des questions parce qu'il est dans un rapport, il se rend compte que le médecin enfin, n'est pas du même milieu social que lui, hein, par exemple, parce que aussi il y a encore cette vision un petit peu paternaliste hein, de la part des patients qui n'est pas encore complètement passée, qui pense que voilà, il n'a pas à poser de questions, il n'a pas à demander. Et donc, il y a aussi plein de raisons, on peut reparler des raisons culturelles, sociales, etc. Et puis aussi des expériences vécues. Si on a vécu une mauvaise expérience avec un médecin, ça peut impacter les autres expériences qu'on va vivre avec les autres professionnels. Je dis médecin, mais c'est aussi professionnel de santé. Si le patient peut exprimer ses questions, ses représentations, demander des explications, confronter dans un climat de confiance, avec un peu de temps, et là, le professionnel saura repérer les mauvaises informations, les mauvaises pratiques, les pratiques non conventionnelles douteuses, dangereuses, les incompréhensions du patient. Et je pense par exemple à un exemple d'un monsieur qui m'avait expliqué que lui-même savait, mais il s'était posé des questions par rapport à d'autres patients. Il avait plein de médicaments à prendre, prescrits par différents médecins. Lui arrivait à peu près à s'organiser, mais il pensait à plein de patients qui n'avaient pas forcément intégré toutes les informations et qui du coup pouvaient faire des erreurs. Les professionnels aussi, je dirais, j'ajouterais quand même que et ça, je me base sur des articles récents, sur ces fameux savoirs des patients. Les patients ont des savoirs parce qu'ils vivent la maladie. Et je me réfère à un article récent de deux chercheurs québécois autour du partenariat patient. Un patient partenaire, le premier patient partenaire au Québec qui s'appelle Vincent Dumais et une chercheure Audrey L'Espérance qui décline dans un article qui est paru en juin 2024 six savoirs expérientiels. Et je pense que ça, c'est intéressant. Ils expliquent qu'il y a le savoir incarné, c'est-à-dire ce que le patient seul connaît de ce qu'il vit dans son propre corps, on va dire, de la maladie. Le savoir de suivi, comment est-ce qu'il s'adapte par rapport à la maladie ou au handicap qui survient, lui-même met forcément en route des adaptations pour pouvoir vivre. Le savoir de navigation, c'est comment se débrouiller dans l'organisation de ses rendez-vous, etc. Il a aussi un certain savoir médical, plus ou moins, et on sait, des gens qui sont depuis longtemps dans la maladie ont des savoirs médicaux, c'est ceux ensuite qui vont
par exemple être patient expert en éducation thérapeutique. Le savoir relationnel, justement, comment s'adresser à l'un ou l'autre. Alors, il y a des pratiques qui font que on intègre une sorte de savoir relationnel. Et le savoir culturel, c'est un petit peu toutes les représentations que les gens ont liées, ce que je reprends du savoir, enfin, de l'environnement social et culturel. Donc, en fait, les patients peuvent partir de ces savoirs et être aussi, à partir de là, quelquefois des lanceurs d'alerte. Ce que veut dire, la première partie disait que l'information était difficile, mais en fait, il faut savoir aussi que les patients sont des acteurs. Donc, oui, il y a bien sûr des résistances, en particulier les croyances très fortes. On l'a vu au moment de la Covid avec l'histoire des vaccins, hein, et où c'est difficile de... Voilà. Alors, face à ça, je vais terminer là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, en tant que représentant des usagers, bien sûr que je défends la démocratie en santé, c'est-à-dire les actions qui sont menées par les usagers à tous les niveaux du système de santé, qui font bouger les choses, à la fois sur le plan des constats, des propositions, des actions d'information, ceci dit, pas sur les maladies et les traitements, hein, mais sur le système de santé, comment chercher la bonne information sur les droits, etc. Et je voudrais aussi citer d'ailleurs un document qui est paru très très récemment de France Assos Santé. France Assos Santé, c'est ce qui regroupe toutes les associations reconnues, labellisées en quelque sorte de représentants des usagers, associations de patients, associations de citoyens. Et donc, c'est un document qui s'appelle Tous unis pour notre santé, 20 propositions pour améliorer la participation des usagers au système de santé, qu'ils ont décliné en 3 chapitres, liberté, fraternité, égalité. Égalité, fraternité, pardon. Et donc, dans le chapitre liberté, il demande, il y a 2 points, que chacun, dès son plus jeune âge, puisse adopter de bonnes pratiques pour entretenir son capital santé, c'est-à-dire acquérir des connaissances scientifiques indispensables. Hein, donc, effectivement, on est une sorte d'éducation à la santé dès le plus jeune âge. Et puis, le deuxième point qui correspond à ce qu'on a évoqué plusieurs fois ici, c'est lutter contre les fausses informations et donner à chacun la possibilité de se faire sa propre opinion sur les sujets de santé. Vous voyez, on est tout à fait là. Le deuxième point qui peut apporter aussi des solutions, enfin en tout cas des pistes de solutions, c'est le fameux partenariat patient. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais qui vient, enfin qui a été modélisé, qui ne vient pas que du Québec, bien entendu, mais qui a été modélisé en particulier au Québec, où surtout c'est modélisé sur le plan du patient acteur de ses soins, en dialogue horizontal avec les professionnels de santé et éventuellement acteur aussi pour ses pairs, qui permet de véhiculer des informations nécessaires et fiables. Et je prendrai l'exemple que j'ai vu sur Internet, que vous pouvez retrouver. C'est l'exemple d'une patiente partenaire qu'on appelle aussi patiente ressource, qui intervient dans des consultations de généralistes. En fait, le généraliste lui adresse, ça se passe dans le même local, hein, enfin dans un bureau différent, mais dans le même local, lui adresse des patients qui sont difficiles pour lui parce qu'ils sont rebelles au traitement, aux informations, aux injonctions de bon traitement, enfin, etc. Et en fait, elle les reçoit et elle dialogue avec eux et elle repère quelquefois, elle essaie de repérer pourquoi il y a des comportements négatifs et du coup qui permet de comprendre le contexte quelquefois du patient, des situations qu'elle peut transmettre au médecin, pardon, avec évidemment l'accord du patient. Et si le patient ne donne pas son accord, elle lui conseille d'en parler à son médecin de façon à ce qu'effectivement le médecin soit au courant et puisse comprendre un petit peu le contexte du patient et pourquoi est-ce qu'il s'oppose à tel ou tel traitement ou pourquoi est-ce que ça ne convient pas. Voilà. Donc, c'est aussi, j'ajouterais qu'actuellement, les patients partenaires participent de plus en plus à la recherche pour explorer. Et par exemple, on a les exemples, c'est eux qui ont permis, un exemple récent, d'aller chercher les questions de qualité de vie chez des personnes qui avaient été suivies pour des cancers, en particulier le cancer du sein. Et à la suite de ça, on exploite parce qu'effectivement, les questions, et ce sont souvent donc les patients qui ont soulevé ces questions-là. Voilà. Donc, ce que j'avais à dire du côté des représentants des usagers et des patients. Merci de votre écoute. Merci Mireille Kerlan. Je vous invite à couper votre micro. Alors, Luc Angevert, vous êtes journaliste, rédacteur en chef du journal WhatsApp Doc, et votre journal a publié récemment un dossier en décembre 2024 qui s'appelle Fake News en médecine, anatomie du danger. Vous avez accepté aujourd'hui d'être avec nous afin de nous parler du métier de journaliste, professionnel de l'information,
et des enjeux que cette profession rencontre quand elle traite de science et de santé. Je vous laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Mais c'est vrai que quand on est journaliste en santé, alors What's the Doc est un magazine et un site internet qui s'adresse à une communauté de médecins et 100% médecins. Donc normalement, nous, à What's the Doc, on n'a pas tellement ces problématiques de précaution parce qu'au contraire, on va dire, notre public est plus scientifique que nous et est plus à la recherche de la vraie source, etc. Ça nous oblige même, nous, en tant que journalistes santé à What's the Doc, de faire très attention à tout ce qu'on écrit. Quand on écrit une information, un pourcentage, je sais pas, 30% des patients vont mieux après telle prise de protéines ou je sais pas quoi, d'aller vérifier la source et de toujours sourcer justement avec la publication scientifique, la publication médicale correspondante et l'étude qui a prouvé cette donnée. Puisque les médecins sont des scientifiques et sont quand même habitués à avoir, ils veulent toujours avoir un discours qui soit très construit, très scientifique et très soutenu. Et on ne peut pas leur balancer des chiffres comme ça, leur mettre des pourcentages. Euh, le papier que vous avez cité de The Conversation tout à l'heure, il donne plein de chiffres, etc. Mais il y a forcément écrit à la fin de The Conversation, qui est fait par des universitaires, toujours les panels, les sources, etc. Parce que justement, c'est une publication universitaire et très bien construite et qui s'adresse justement à un public de gens qui aiment avoir des informations construites. Mais ça, c'est pour nous, en quelque part, c'est un peu facile quand on est à WhatsApp Doc, si vous voulez, de ne pas participer à la désinformation globale et généralisée en santé, parce que déjà, on n'a aucun intérêt à le faire parce qu'on s'adresse aux médecins et parce que notre public, de toute façon, ça veut avoir des informations justes et recoupées et vérifiées. Maintenant, l'autre problème, c'est les gens qui vont être journalistes en santé. euh, Ceux qu'on va voir le plus, c'est-à-dire sur les plateaux de télévision, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, etc. Alors, beaucoup de médecins désormais prennent la parole directement et même on dirait que les réseaux sociaux commencent de plus en plus à les pousser à prendre la parole justement pour essayer de, comme il y a un procès qui se fait, si vous voulez, contre YouTube, TikTok, etc., de dire qu'ils propagent des rumeurs et qu'on a eu beaucoup trop de problèmes, c'est vrai, au moment du Covid, qu'il y a énormément de fake news médicales. Là, si vous voulez, s'il y a un médecin généraliste en cabinet aujourd'hui, il va avoir affaire à des fake news concernant le vaccin de HPV, par exemple, le vaccin contre le papillomavirus, parce que il y a des campagnes de vaccination lancées, et que dès qu'il y a une campagne qui est lancée, forcément, les gens vont entendre des rumeurs qui sont basées sur des données australiennes, sur des données américaines, qu'il y a des augmentations du cancer en Australie, etc. Et il y a plein de données qui semblent scientifiques, des espèces de fausses informations que les gens se transmettent comme ça de bouche à oreille. Et les médecins généralistes sont souvent confrontés, puisque c'est un peu eux qui sont dans le système de santé français, l'orientation du patient se fait par le médecin généraliste. C'est lui qui arrive, c'est lui qui va dire, après, vous allez voir un tel spécialiste, tel paramédical, etc. C'est quand même le médecin généraliste qui est le pilier du parcours de soins. Et ça fait quelques années que c'est comme ça en France. Et c'est vrai que c'est donc eux qui récupèrent, entre guillemets, dans leur cabinet, ces rumeurs en ce moment sur le HPV. On va dire qu'il y a d'autres rumeurs en ce moment qui vont être quand même toujours par exemple, sur le variole du singe, le Mpox, dont il y a une épidémie aussi, de savoir d'où il vient, savoir qui ça concerne. Et à chaque fois, c'est accompagné par des rumeurs, justement, que les gens vont avoir vues sur Internet. Que les gens vont avoir vu dans une petite vidéo sur YouTube, etc. YouTube et l'Ordre des médecins ont lancé il y a la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus maintenant, une charte avec justement du médecin influenceur, que du coup les médecins influenceurs signent pour justement expliquer qu'ils ne font pas de la publicité, parce que aussi, si c'est toujours pareil, c'est que c'est mieux quand c'est médecin, c'est mieux quand ce sont des médecins qui s'expriment, c'est mieux quand c'est des médecins qui parlent pour parler de santé, parce qu'en fait, c'est complètement leur métier et ceux qui sont armés pour. Sauf qu'évidemment, un médecin ne sait pas tout, n'est pas spécialiste de tout. Et quand il commence à prendre un petit peu de la notoriété, d'être un petit peu célèbre et il a éclusé ces 4-5 sujets dont il est vraiment spécialiste et dont il peut parler, il va commencer peut-être à parler de ce qu'il sait moins. Et il n'a peut-être pas forcément le temps non plus de se documenter sur tout. Et ce phénomène de médecin un peu star, un peu influenceur, fait que certains ont pu se laisser aller à parler un peu vite, etc. Voire même certains ont pu commencer à parler un petit peu avec en fait une vidéo qui était sponsorisée par une marque, mais c'était pas complètement dit, ou par un complément alimentaire, etc. Alors que ça, c'est complètement interdit. Mais comme sur le net, tout était un peu flou, et que l'ordre des médecins, ils n'ont pas non plus un personnel fou qui va aller regarder et checker, etc. Il faut se dénoncer, mais les gens vont pas tous se dénoncer non plus. Enfin, il y a eu beaucoup d'histoires, et c'est vrai que la parole médicale, c'est un petit peu décrédibilisé, même si donc ça s'est décrédibilisé avec, depuis le Covid, depuis Internet, depuis
l'avènement des réseaux sociaux et des influenceurs, même si quand même, quand on a fait justement notre dossier dans WhatsApp Doc sur les fake news médicales, on a quand même regardé pour vérifier, de se dire, mais en fait, en vérité, des espèces d'infox ou de fake news médicales, et même si on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, il y en a finalement toujours eu, parce qu'en fait, les informations, quand les informations sont déformées, c'est quand même toujours il y en a toujours eu dans l'histoire. Il y avait, par exemple, on avait listé que, je sais pas, qu'au début du XXe siècle, on considérait que le vin était une boisson fortifiante. Il y avait même, on les donnait aux soldats dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale pour qu'ils soient fortifiés, pour qu'ils soient plus en forme. Et donc, on considérait que le vin, c'était un petit plus. Après, justement, il y avait les syndicats viticoles, parce que c'est ça, il faut voir qu'une information médicale, ou une désinformation médicale plutôt, en général, elle sert quelqu'un quand même. Alors, des fois, ça peut juste servir à nuire à un gouvernement, mais des fois, c'est aussi pour servir les intérêts de certains. Et les syndicats des viticulteurs, dans les années 30, avaient créé une cellule qu'ils appelaient scientifique, et qui, du coup, affirmait que le vin était bon pour la santé, que le vin pouvait que le vin pouvait, et ces scientifiques étaient chargés, entre guillemets, de donner un discours positif sur le vin. Ce qui est, et d'ailleurs, on entend encore aujourd'hui de se dire, mais non, mais le vin, c'est pas vraiment de l'alcool, le vin, c'est moins grave, etc. Parce que ça rentre, parce que quand on martèle des choses, quand les messages, ils sont passés d'une manière assez fine, ça rentre et ça devient ça devient des informations dans la tête des gens, ça c'est vrai. Et il y a aussi, plus tôt, si on remonte plutôt dans l'histoire, il y avait des histoires de peste, etc., où on se servait de la peste pour dire que la peste était amenée par les Juifs, parce que voilà, parce qu'il y avait de l'antisémitisme et qu'il fallait absolument, enfin, et donc c'est vrai que le discours sur la santé peut servir des fois soit des idéologies, soit servir un discours commercial, voilà, soit montrer du doigt une communauté comme au moment du sida, où on a voulu absolument faire plein de théories de complot sur le sida, qui était un peu une maladie honteuse, qui était réservée à la communauté homosexuelle, qui était à l'époque très mal vue, et ça permettait d'avoir un côté un petit peu sulfureux, c'est vrai. Il y a aussi, c'est toujours pareil, dans ce qui propage la mauvaise information médicale, il y a aussi des grands noms, c'est-à-dire que quand on a Steve Jobs à l'époque qui a un cancer du pancréas et qui dit qu'il va se soigner de son cancer du pancréas par l'acupuncture, par les macrobiotiques. Il en parle beaucoup, il fait beaucoup de mal et les gens ne retiennent pas forcément qu'il est quand même mort à 56 ans après avoir essayé une opération au dernier moment. Pareil pour Bob Marley, par exemple, qui avait un problème à l'orteil, il avait un mélanome, on lui a proposé l'amputation, il a refusé. Et finalement, alors lui, c'était pour ses histoires Rastafari, machin, un peu religieuses, il voulait pas être amputé. Quoi qu'il en soit, les gens retiennent, ah ben non, moi je vais me soigner en priant avec des plantes, etc. Et ça peut toucher des gens. Et finalement, il est quand même mort à 36 ans, il était métastasé de partout, et il est quand même mort des suites de ce mélanome. Il y a aussi une autre personne comme ça au Québec qui était assez connue, qui s'appelait Bernard Lachance, qui était séropositif et puis qui avait décidé d'arrêter sa trithérapie, de remplacer sa trithérapie par de l'eau salée, par exemple. Et il est décédé à 46 ans du VIH, évidemment, vu qu'il n'avait pas pris sa trithérapie. Donc, en fait, et ces gens-là, évidemment, au moment où ils meurent, ça fait moins de bruit que tous les moments où ils ont parlé pour dire, moi, je prends de l'eau salée, etc., et qui parlent à leur communauté, où il y avait aussi, il y en a plein des théories, des gens qui disent qu'ils boivent de l'eau de citron pour soigner le diabète, enfin bon. Et tout ça est souvent véhiculé, ou un moment, je sais pas, en ce moment, les influenceuses, par exemple, alors je n'ai pas la réponse scientifique, mais les influenceuses, maintenant, disent qu'il faut boire un verre de vinaigre de cidre tous les matins, et des choses comme ça qui sont véhiculées, et tant qu'il n'y a pas de toute façon l'étude médicale qui est faite, mais est-ce qu'on a fait que quelqu'un a lancé une étude de cohorte, etc., une vraie étude médicale, pour vérifier si boire un verre de vinaigre de cidre, est-ce que ça fait du bien, est-ce que ça fait du mal, ou est-ce que ça fait rien? Parce qu'en fait, ça peut rien faire aussi, mais ça peut faire carrément du mal. Et peut-être que ça fait du bien, comme le dit la personne qui vend son cidre plus cher parce qu'il est un peu plus avec un beau logo. Et c'est pour ça qu'en fait, tout le monde peut se permettre maintenant, en fait, tout le monde peut se permettre, en tout cas, tout le monde fait, tout le monde prend la parole sur la santé, tout le monde véhicule une parole sur la santé sans, avec plus ou moins de difficultés, quoi. Et c'est vrai que du coup, la parole médicale, c'est quand même, on peut le dire, avec le fait. Et avant, surtout, les médecins, la parole des médecins était une parole très respectée. Quand un médecin
les gens allaient chez le médecin, ils allaient pas avec des idées préconçues, ils avaient pas pu regarder sur Internet, de se dire, j'ai un peu, je sais pas, j'ai une rougeur au poignet, un petit peu avec du verre, alors je tape là, les gens, ils tapent ça maintenant sur ChatGPT, etc., qui leur donne une sorte de diagnostic, et ils arrivent chez le médecin avec quand même une petite idée en tête de ce qu'ils ont comme maladie, et si le médecin leur dit, mais non, mais c'est, que ça correspond pas à ce qu'ils ont lu, ils vont limite challenger le médecin. Alors ça, je parle quand même plutôt des jeunes, parce que les personnes âgées vont peut-être être plus sur les remèdes de grand-mère, etc. Mais il n'empêche que la parole du médecin est challengée, et si elle est challengée, c'est parce que justement, pendant le Covid, elle a quand même été assez mouvante. Et que en fait, et pourquoi elle a été mouvante? C'est pas que les médecins étaient de mauvaise foi, c'est qu'ils parlaient au fur et à mesure que la recherche avançait, qu'ils avaient des données, qu'ils avaient des études et qu'ils avaient des éléments. Mais en fait, le problème, c'est que l'actualité, les plateaux de télévision, quand vous êtes chroniqueur sur un plateau de télévision, et je pense que sûrement Julien Lizard l'a déjà fait, moi je l'ai déjà fait, etc. On vous est appelé, quand vous êtes spécialiste d'un domaine, en fait, on va vous appeler dès qu'il se passe un truc dans votre domaine, et vous allez devoir multiplier les plateaux au fur et à mesure, et parler, et puis on va vous poser des questions, et après vous êtes là à l'antenne, etc. Vous n'êtes pas là pour croiser les mains et dire, ah ben non, mais là, je sais pas, l'étude scientifique, c'est juste pour dire, je n'ai pas l'étude scientifique. Donc en fait, et les gens vont retenir une parole qui peut, alors que peut-être que le médecin aura mis toutes les précautions d'usage pour dire, à l'heure actuelle, pour l'instant, ça n'a pas été prouvé, mais peut-être que si, que ça, mais les gens vont retenir ce qu'ils veulent entendre. De toute façon, avec une information médicale, mais avec une information tout court, on reçoit tous un discours en fonction de ses biais, en fonction de qui on est, en fonction de quelle est notre culture, en fonction de nos croyances au départ, en fonction de nos religions. Enfin, c'est tout ça qui nous fait, croire et prendre comme pour argent comptant et si d'un coup, de toutes les façons, on tombe sur Internet dans la sphère complotiste, si on tombe dans la sphère des gens qui disent que le gouvernement manipule tout parce qu'ils sont accoquinés avec les labos et que du coup les vaccins c'est pour amener de l'argent, etc. Oh ben, même une parole qui va être tamponnée de la HAS, de la RS, de l'INSERM, de ce que vous voulez, de l'université, etc. Ils vont dire de toute façon, ils sont tous de mèche et de toutes les façons, c'est faux. Et ils véhiculent tous un discours qui est faux. Et en fait, on aura beau leur dire que c'est professeur truc, professeur machin, qui a fait l'étude sur 3 millions de personnes dans le monde, ils vont quand même dire non, c'est faux, c'est une manipulation, non, non et non, le vaccin transmet, je sais pas quoi, donne la 5G ou je sais pas quoi. Si les gens ont envie de croire, c'est comme une religion, quoi, à un moment donné, s'ils ont envie de croire et qu'ils ont la foi dans une fausse information, en fait, c'est presque trop tard. Donc c'est pour ça qu'en général, les médecins, les pharmaciens, les professionnels de santé, ils essaient de dire il faut intervenir, il faut informer les patients et les gens avant qu'ils soient tombés dans ces sphères complotistes où on leur retourne le cerveau et ils rentrent un peu comme dans une secte, entre guillemets. Il faut les informer et du coup, les informer, c'est quand même répondre justement à leurs questions. Comme disait Mireille Kerlan, c'est quand même vraiment le rôle du médecin parce que comme vous le disiez aussi Marie-Elisabeth, vous avez donné les chiffres, l'article de The Conversation disait, oui, voilà, les gens, ils n'arrivent pas à trouver par eux-mêmes. Mais de toutes les façons, en vrai, l'information médicale, les gens ne sont pas censés la chercher eux-mêmes. Ils peuvent la chercher en complément s'ils en ont les compétences et les moyens, mais l'information médicale, ils sont censés la prendre chez les professionnels, c'est-à-dire chez le médecin généraliste, à la rigueur chez le pharmacien, enfin, dans le système de santé, auprès des professionnels de santé qui sont là pour ça. Alors évidemment, on le sait, on est dans un contexte de pénurie, on est dans un contexte où on manque de médecins, on est dans un contexte où du coup les médecins ont des files actives très grandes, avec très peu de temps pour leur rendez-vous, mais je pense que malgré tout, les médecins prennent le temps de répondre aux questions et prennent le temps de dire s'ils entendent une énormité, à un moment donné, de démentir l'énormité. Et pour ça, c'est vrai qu'ils peuvent prendre des informations auprès de la cellule poste de l'INSERM, sur les réseaux sociaux, il y a le collectif No Fake Meds aussi qui essaye de démentir tout ce qui va sortir et de le dire. Mais sauf que, comme dirait mon grand-père, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. C'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas entendre la vérité ne peut pas l'entendre. Et quelqu'un qui veut croire que n'importe quoi va croire n'importe quoi. Et en fait, tout ça a été, oui, on le disait, embêté par ces prises de parole un petit peu intempestives de beaucoup de médecins qui n'étaient pas spécialistes du Covid sur les plateaux de télé pour nourrir la seule information que les journalistes avaient à faire sur leur plateau de télé. Donc ça se nourrissait, ça se nourrissait. Et c'est vrai que, en fait, les gens ne sont pas habitués aussi avec cette notion quand même de doute scientifique où en fait on va dire des choses jusqu'à preuve du contraire et que l'information avance en vérité et que l'information elle évolue et qu'on parle à un tenté et que des fois à un tenté en toute bonne foi on va dire ben voilà
à la hauteur de ce qu'on connaît actuellement sur cette maladie, voilà ce qu'on en sait. Et peut-être que la semaine d'après, parce que le test est terminé sur la cohorte et qu'il a rendu par rapport à un groupe témoin, etc., qu'il avait eu des nouveaux résultats, hop, il y a des nouveaux résultats à donner. Et qu'en fait, quand tous les scientifiques du monde et tous les chercheurs du monde se mettent sur le même sujet à faire avancer des prises en charge pour le Covid ou des vaccins pour le Covid à l'époque, ou est-ce que le masque marche, ne marche pas, etc. C'est vrai que du coup, bah, il y a eu des tâtonnements qui étaient normaux parce qu'il fallait réfléchir, regarder ce que c'était que ce virus, l'analyser, comprendre et en fonction avancer et que les médecins, ils ont parlé. Et c'est vrai que si on regardait, c'était rare qu'ils soient très affirmatifs. Mais évidemment, on a eu après toujours des brebis galeuses, il y a toujours des gens qui parlent trop, qui vont trop loin, qui sont trop sur deux. Le professeur Raoult a beaucoup parlé, a beaucoup dit, et il a beaucoup affirmé des choses aussi pour après revenir dessus, puis repartir, etc. Évidemment que ce genre de personnes ont fait du mal un petit peu à l'image globale des médecins. Et tout comme il y avait déjà eu des affaires qui avaient fait un peu de mal, comme on va dire le nuage de Tchernobyl qui n'était pas passé au sud de la France, comme l'affaire du sang contaminé. Il y a aussi les moments en fait où on se dit on nous a manipulés, on nous a menti, etc. Et quand est arrivée la crise Covid, forcément, les espèces de revirements du gouvernement sur le masque, etc. Mais en fait, c'est juste que les gens, l'actualité, les chaînes d'information notamment, font un journal toutes les heures avec des débats entre chaque journaux et à chaque fois, il faut que des experts s'expriment, mais que ni la recherche, ni la science, ni les connaissances n'avancent pour avoir une nouvelle information à apporter à chaque flash. Alors, c'est vrai que c'est plus facile quand tu es à ma place. Moi, je suis sur un site internet qui s'adresse aux médecins. On fait un magazine papier qu'on envoie tous les 3 mois. On a le temps de réfléchir, on a le temps de se poser. On discute avec des médecins, on discute, on cherche à affiner l'information, à justement à ne jamais se tromper, et à être le plus juste possible. Et c'est vrai que quand on s'adresse au plus grand nombre, quand on veut faire de la vulgarisation, des fois, et puis voilà, quand on veut faire de la vulgarisation, des fois, on va aussi trop. On ne peut pas rentrer dans le détail parce que c'est bien le principe de la vulgarisation. Et puis de toutes les façons, le grand public ne peut pas comprendre ce qui va se passer d'un point de vue moléculaire, d'un point de vue génétique, d'un point de vue microscopique. Enfin, c'est-à-dire que du coup, on est obligé de faire des espèces de raconter des histoires à grands traits, quoi, et de commettre un peu des imprécisions. C'est un peu le principe de la vulgarisation scientifique, et le principe de l'information médicale repose souvent par de la vulgarisation pour le passer au grand public. Et quand on le passe au grand public, forcément, eh bien, on est obligé de résumer, on est obligé et puis on est obligé d'avoir un discours qui soit un peu tranché pour dire ça, c'est dangereux, ça l'est pas, etc. Parce que c'est ce que les gens demandent. Ils ne demandent pas aux gens d'avoir une précision scientifique, de dire oui, selon telle étude, 95, dans 83% des cas, le fait d'avoir fait ça, il faut solutionner ça, s'il n'y avait pas tel biais, etc. Donc on demande aux gens d'avoir des réponses assez noir-blanc, oui, non, rouge-vert. Et du coup, ça oblige à faire des imprécisions, même dans l'information médicale. Et je vais m'arrêter là. Merci Luc Angevert. On aura de toute façon le temps après de rebondir, hein. Je Oui. vois que les autres intervenants prennent des notes. Vous avez bien raison. J'en prends aussi. Alors, tout de suite, nous allons passer pour le moment à Julien Lézard. Vous êtes président du Collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires, de son petit nom CUMIC. Vous êtes professeur de thérapeutique, chef du service interdisciplinaire douleur, soins palliatifs et de support, mais également éthique et médecine intégrative du CHU de Nantes. Alors, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de la complexité de la recherche en santé, de l'enseignement perfectible des professionnels et du flou que cela peut occasionner pour les usagers du système de santé. Vous nous proposez également une série de questions à se poser avant de consulter avec un nouveau professionnel. Je pense que j'ai pas du tout résumé tout ce que vous allez dire, mais je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, je ne résiste pas au plaisir de rebondir avant d'engager ma partie sur des éléments très importants qui viennent d'être dits. Et peut-être avec l'éclairage, effectivement, du professionnel de santé hospitalier et universitaire. D'abord, Madame Kerlan a évoqué le patient qui n'entendait que le début des informations qu'on lui communiquait. Ça, c'est un point sur lequel la communauté enseignante s'est beaucoup penchée. Et il y a eu quand même des modifications très sensibles depuis, on va dire, une dizaine d'années. Les étudiants en médecine sont formés à ce qu'on appelle les consultations simulées. En petits groupes, ils travaillent avec des acteurs ou avec des patients, particulièrement sur ces sujets de la communication, de l'annonce,
de la relation. Et ça, c'est un travail qui commence maintenant tôt dans les études. Dans le cadre du fameux internat en médecine, avec ce concours très sélectif qui permet de choisir à la fois une discipline et une ville, il y a eu l'introduction l'année dernière d'une épreuve qui compte pour 30% de la note, qu'on appelle les ECOS, examen clinique orienté standardisé. Et là encore, des patients experts, des monsieur et madame tout le monde peuvent s'inscrire auprès des facultés pour faire passer les étudiants en médecine, que ce soit dans leur faculté ou lors de l'internat, cette partie qui consiste à non pas répondre à des QCM ou répondre à des cas cliniques sur le papier, mais être en face d'une vraie personne avec un cas clinique pour lequel la partie relationnelle va être évaluée par l'enseignant. Il va donner donc une note et on sait que, évidemment, quand vous changez les modalités de validation d'un concours, d'un examen, ça incite l'étudiant à travailler ce sujet. Donc, on a vraiment des étudiants qui, depuis quelques années, ont beaucoup plus été éduqués à ces aspects de relation. Ça, c'est le premier point que je voulais donner. Ensuite, du coup, Madame Kerlan a évoqué, c'est un traditionnel, le temps médical. Sans rentrer dans les détails techniques, vous savez que notre système, depuis une vingtaine d'années, est fondé sur ce qu'on appelle la tarification à l'activité, qui en gros, plus vous faites d'activités, plus vous êtes payé, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Et même le président de la République avait décidé, lors d'un discours il y a 1 an et demi, de s'attaquer lui-même à ce sujet. Bon, à ce jour, on n'a pas encore vu de modification sensible du système, mais on sait que c'est probablement un sujet suffisamment intéressant pour que les politiques puissent s'en saisir, même si on a changé quand même 7 fois de ministre de la Santé depuis 2 ans. Donc, c'est pas favorable à vraiment mettre en œuvre des modifications profondes du système, mais cette tarification à l'activité qui incontestablement a produit des effets pervers, puisque le médecin ou la clinique ou l'hôpital vont être davantage payés s'ils font plus d'actes. Et même si le médecin, la clinique et l'hôpital prônent une éthique de soins, eh bien, elle peut être tentée, parce qu'ils ont des difficultés financières, souvent ces gens-là, de faire plus d'actes et pas forcément au bénéfice du patient. Et donc, même si la T2A, la tarification à l'activité, n'a pas encore été mise au placard, il y a quand même des choses qui ont changé avec l'introduction de ce qu'on appelle des consultations longues et complexes, et notamment dans les maladies chroniques, les médecins qui pourraient faire une consultation plus longue dans une pathologie complexe vont être rémunérés davantage, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment vertueux. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, un médecin qui fait un renouvellement d'ordonnance qui lui prend 3 minutes ou qui passe 1 heure à trouver une maison de retraite, pour le patient va être beaucoup plus utile pour le patient et son entourage, gagner la même chose. Donc ça, c'est le deuxième élément que je voulais souligner. Le troisième élément qu'a évoqué Madame Kerlan, sur lequel je suis absolument d'accord, c'est la nécessité de travailler avec les associations de patients. Et là encore, une dizaine d'années, on est passé à la vitesse supérieure, au sens où les associations de patients sont consultées par les politiques. On incite, voyez, les enseignants que nous sommes à faire participer des patients experts, des patients partenaires aux enseignements pendant les études de médecine. Moi-même, voyez, je le fais peu pendant la formation initiale, en dehors des consultations similées dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que pendant mes cours en amphithéâtre, je ne vais pas forcément faire participer des patients, parce que c'est très lourd à organiser. On a des emplois du temps complexes, c'est pas si facile. Mais par contre, en formation continue, la formation des professionnels de santé, des médecins, des infirmiers, des kinésithérapeutes, je fais régulièrement appel à des patients, et les étudiants qui sont des professionnels de santé apprécient, parce que c'est pas la même chose de voir un enseignant qui parle par exemple de la douleur, qui est mon sujet principal, ou d'avoir un patient douloureux qui vient parler de sa propre expérience, et notamment du parcours souvent complexe qu'il a vécu. Et c'est souvent des témoignages particulièrement marquants pour les étudiants. Ensuite, excusez-moi de revenir sur des éléments que j'ai notés, mais plutôt que de dérouler quelque chose que j'avais prévu, je pense que c'est
intéressant que je puisse rebondir. Mais rassurez-vous, je me garderai quelques minutes pour le sujet qu'il était prévu que je traite. Ensuite, du coup, M. Angevert a parlé de tous ces aspects de conflit et liens d'intérêt. Alors, je ne suis pas là pour vous faire la méthode Coué et vous faire un discours absolument optimiste, parce que je ne suis pas absolument optimiste pour tout ce qui se passe, notamment à l'hôpital, mais quand même, il y a eu des progrès qui ont été faits, vous voyez, sur la déclaration des conflits d'intérêts, c'est-à-dire quand véritablement, manifestement, il y a un conflit avec un professionnel qui va aller vendre en quelque sorte, sans forcément le dire, un médicament pour lequel il est partie prenante. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus encadré. Mais maintenant, il y a aussi la notion de lien d'intérêt, c'est-à-dire que on peut, par exemple, vous voyez, moi, si je fais une formation sur la douleur et que j'ai un lien, que j'ai touché des subsides pour cette formation sans avoir touché moi-même de subsides personnel, eh bien, je dois déclarer ce lien d'intérêt, qui n'est pas que je promeus les molécules de ce laboratoire, parce que je n'ai pas le droit, mais le seul fait qu'un laboratoire pharmaceutique ait concouru à la mise en place d'une formation, par exemple, ça, je dois le dire. Et ça n'était pas le cas auparavant. Alors, il se trouve que dans les missions que j'ai, effectivement, moi, je m'occupe, je suis responsable aussi du parcours santé du master d'éthique de Nantes, et que donc, bon, il y a deux parcours, vous voyez, dans ce master, il y a un parcours santé, il y a un parcours sciences humaines et sociales, et dans les deux parcours, il y a la possibilité d'accompagner les étudiants qui sont en master puis en doctorat en éthique, à la fois de travailler sur l'éthique, notamment du soin, la relation de soins, l'alliance thérapeutique, des sujets comme celui-là, mais aussi d'introduire de l'éthique dans la recherche, davantage d'éthique dans la recherche. Je vous prends un exemple qui est souvent décrié. Vous voyez, on va faire des études sur comment faire gagner de la qualité de vie avec une chimiothérapie dans le cancer du pancréas, sans forcément toujours prendre en compte la dimension éthique que ça peut avoir pour le patient, pour sa famille, et ce qui légitime de proposer à quelqu'un qui est vraiment en fin de vie, qu'il bénéficie d'une chimiothérapie, s'il doit gagner 2 mois de vie. Vous voyez, tout ça, c'est des sujets éthiques qu'il faut avoir en tête et qu'il faut promouvoir. Donc, éthique de la recherche et éthique de la pratique médicale, ça, on vient d'en parler. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le terme utilisé par M. Angevert sur la possibilité que le patient, avec une information de bonne qualité, puisse challenger un peu le professionnel. Vous savez, nous, quand on travaille dans un CHU, on est challengé par les étudiants. Certains nous poussent un peu dans nos retranchements. On peut être aussi challengé par les patients, quel que soit votre lieu d'exercice, que vous soyez médecin, infirmier, psychologue, kinésithérapeute, un patient qui connaît très bien sa maladie, moi j'ai des patients douloureux chroniques qui se renseignent et qui viennent vers moi en me disant ce que vous avez entendu parler. Ça ne m'arrivait pas plus tard que ce matin, il y a un patient qui me dit est-ce que vous avez entendu parler de tel nouveau traitement, et ça m'incite, vous voyez, à aller regarder. J'ai confiance dans la qualité de recherche de ce patient. Et vous voyez, on peut nous-mêmes être un peu challengés. Il faut le faire avec tact et mesure. Hein. Ce n'est pas dans un contexte de défiance. Mais non, vous n'avez pas vu vous n'avez pas prescrit tel ou tel traitement que vous auriez dû prescrire. Mais vous voyez, ce challenge est intéressant. Il y a encore 2 points que je voulais souligner, même 3. Alors, vous verrez que moi, j'étais chargé de parler plutôt médecine conventionnelle versus non conventionnelle. Il faut garder en tête que seuls 30% des prescriptions médicales en France aujourd'hui reposent sur ce qu'on appelle un niveau de preuve fort. C'est-à-dire que 70% de la médecine prescrite aujourd'hui en France et dans les pays industrialisés, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça ne s'appuie pas sur des niveaux de preuve élevés, c'est des niveaux de preuve modérés ou faibles. Donc, il ne faut pas opposer trop la vraie médecine qui serait de la médecine scientifique et de la médecine qui ne serait pas la vraie médecine. La médecine, c'est de la médecine, c'est-à-dire que c'est des prescriptions, c'est aussi de la relation, c'est de la confiance, et c'est tout ça qui fait de la bonne médecine. Ensuite, je voudrais le dire, parce que comme le soulignait M. Angevert, quand on est sollicité par les médias, je vous donne 2 ou 3 exemples très récents. Je suis intervenu après avoir passé une journée entière avec 2 journalistes
du magazine de la santé, de journalistes très investis qui ont fait un gros boulot d'investigation, qui sont venus voir comment on fonctionnait, qui ont passé de 8 heures du matin à 20h30 dans le service, hein, et finalement le reportage durait 2 minutes 30 et moi j'ai parlé, après avoir fait une interview d'1 heure, j'ai parlé pendant 20 secondes. Donc, les journalistes m'avaient prévenu que ce n'était pas eux qui faisaient le montage. Et donc, moi, je ne sais pas qui fait le montage. Et au final, ce qu'on va me faire dire, c'est que le rédacteur en chef, probablement, a choisi. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est en vigilance. Mais vous pouvez parler pendant 1 heure d'éléments très complexes et finalement avoir un discours qui est réduit au strict minimum, voire qui, isolé de son contexte, n'est pas le reflet de ce que vous vouliez dire. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Autre élément très rapide, vous voyez, par exemple, là, j'ai été, comme beaucoup de mes collègues, très impacté par le plan blanc hospitalier à l'occasion des virus de l'hiver. Comme à l'époque du Covid, ça entraîne des retards, des reports d'interventions chirurgicales, ça entraîne, ça bouscule les organisations hospitalières. Vous voyez, on a une unité dédiée. Moi, j'étais obligé, comme mes collègues, de prêter des médecins seniors, des internes. Et donc, on sait que ces plans blancs auraient pu être évitables, donc en quelque sorte. Donc, ce dysfonctionnement prévisible hospitalier pourrait être évitable lorsqu'on voit que seulement 30% des patients qui sont hospitalisés actuellement dans le cadre de ce plan blanc, qui sont des patients vulnérables, ont été vaccinés, par exemple contre la grippe. Donc ça revient à un certain nombre de sujets qui ont été abordés par M. Angevert et Mme Kerlan, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui finalement, alors qu'ils savent très bien qu'ils sont des patients vulnérables et susceptibles d'être hospitalisés, ne vont pas se faire vacciner alors que ça rendrait grand service à la collectivité. Et enfin, je voudrais dire, avant d'attaquer la partie qui m'est propre, mais rassurez-vous, je respecterai mon temps de parole finalement, vous dire que je l'ai vu à plusieurs reprises parce que le sujet que je vais aborder avec vous, celui des médecines conventionnelles ou non conventionnelles, est un sujet qui intéresse les patients, les familles, les journalistes, mais j'ai appris depuis quelque temps que finalement les zones grises n'intéressent pas tant que ça les journalistes, voire même les patients qui préfèrent des débats un peu des pour et des contre, et que quand vous commencez à avoir un discours un peu mesuré en disant bah, peut-être que la vérité au milieu, le journaliste souvent vous dit bah oui mais ça fait pas vendre. Et donc, vous voyez, un grand journal comme Le Monde, qui a publié une de nos tribunes, je n'ai pas honte de le dire, puisque nous avions échangé avec le rédacteur en chef, vous voyez, nous avions écrit avec le collectif dont vous parlez, le Collège universitaire médecine intégrative, hein, une tribune qu'ils ont publiée sur il faut encadrer les médecines complémentaires. Ils ont le choix éditorial du journal Le Monde, ça a été de changer, sans nous demander notre avis, le titre, en mettant il faut encadrer les approches alternatives, alors que c'est rigoureusement l'inverse qu'on promeut. Nous, on dit qu'il faut être très vigilant avec tout ce qui est alternatif au système de soins. Je vais l'expliciter maintenant, mais c'est pour vous dire que même avec un contenu, même avec une tribune que vous avez rédigée, vous n'êtes pas à l'abri que finalement, le message qui apparaisse pour quelqu'un qui ne se donne pas la peine de lire l'intégralité de l'article ou qui n'a pas accès à l'article parce qu'il n'est pas abonné, eh bien, finalement, la tribune que vous donnez n'est pas le message que vous arrive aux patients finalement. Bon, donc, pour en quelques minutes vous dire à quel point finalement tout ce qui vient d'être dit peut s'appliquer à ce domaine des médecines dites complémentaires. Et si on prend ces approches, vous voyez que c'est une très forte demande des usagers. 80% des personnes au cours de leur vie ont fait appel à toutes ces pratiques, hypnose, acupuncture, médecine manuelle, ostéopathie. 40% dans l'année écoulée, c'est-à-dire presque un Français sur deux. Et il y a eu un sondage au Doxa absolument passionnant
que chacun peut lire, qui est que les Français en ont une vision plutôt positive et que, vous voyez, il y en a plus de la moitié qui pensent que c'est aussi efficace que la médecine conventionnelle, ce qui évidemment est discutable. Et ce n'est pas du tout le message que je veux faire parler. Et comme le disait tout à l'heure Madame Kerlan, vous voyez, la relation de confiance est pas toujours au rendez-vous, ou alors ils n'ont pas suffisamment de temps, ou alors ils croient qu'ils vont se faire discréditer eux-mêmes auprès du médecin s'ils évoquent ce sujet. Et donc, le premier pilier hein, d'améliorer ce sujet, c'est qu'on utilise des termes précis, reconnus, hein, et vous voyez que le simple fait qu'il y ait une foultitude de noms qui sont diffusés dans la presse, qui va beaucoup aimer ce terme de médecine parallèle, médecine douce, médecine non conventionnelle, médecine alternative, fait que forcément, si vous utilisez ces termes, d'emblée, vous instaurez un biais, puisque médecine parallèle, ça veut dire en parallèle du système conventionnel. Hein, ça voudrait dire que c'est ce que disait M. Angevard tout à l'heure avec le jus de citron dans le cancer ou le jus de citron dans le Covid. Vous êtes en parallèle, de même dans la médecine alternative ou d'un usage alternatif. Si vous faites un usage alternatif de l'hypnose dans un cancer du sein, c'est que vous allez voir quelqu'un qui n'est pas forcément un professionnel de santé qui va vous proposer cette approche en hypnose en alternative à une approche conventionnelle, alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, il y a des termes qui sont beaucoup plus acceptés maintenant, les thérapeutiques non médicamenteuses, et ces caractéristiques de ces thérapeutiques non médicamenteuses, si elles sont bien faites, c'est un professionnel de santé qui est formé, donc un professionnel de santé, et ça c'est l'alerte que je veux donner, qui a eu un diplôme sur le sujet, qui est conscient des bénéfices mais aussi des risques, parce que souvent dans l'esprit du public, sous prétexte que c'est un traitement non médicamenteux ou non chirurgical ou sans dispositif médical, il est dénué de risques, ce qui est absolument faux, et qui va utiliser un protocole adapté aux patients, mais si possible un protocole qui a été publié, qui fait pas juste ça à la bonne franquette et selon son bon vouloir. C'est pas parce qu'on utilise un protocole que pour autant on met de côté l'importance de la relation thérapeutique et de la médecine personnalisée. Donc voilà quelques types d'interventions thérapeutiques non médicamenteuses dont vous avez entendu parler et qu'on enseigne maintenant aux étudiants en médecine, les approches psychocorporelles comme l'hypnose, la relaxation, la méditation en pleine conscience, les psychothérapies, les programmes d'éducation thérapeutique dont a parlé Madame Kerlan, et puis toutes les approches physiques, les programmes d'activité physique, les techniques manuelles, notamment les approches par l'eau chaude, et puis d'autres approches qui sont aussi un sujet de grand intérêt, notamment des autorités sanitaires. Vous savez que les Français consomment énormément de compléments alimentaires. Alors parfois ils le font avec l'aide de leur pharmacien et c'est bien ou c'est mieux, et parfois ils achètent des choses qui ne sont pas du tout validées sur Internet, du bouche à oreille. On parle beaucoup du cannabis thérapeutique et vous allez trouver n'importe quoi sur Internet ou des programmes nutritionnels qui peuvent être très solides, basés sur des preuves solides dans le diabète, par exemple, et à l'inverse, hein, proposer n'importe quoi par des gens qui ne sont pas du tout formés. Je pense en particulier à des pratiques de jeûne par des gens qui n'ont pas du tout de compétences pour les promouvoir. Et puis, vous avez d'autres interventions. Vous avez beaucoup d'entre vous un smartphone, vous voyez, des interventions numériques hein, qui peuvent là encore être de qualité et très très variable. Il y en a qui sont conçus, hein, par exemple des programmes de méditation ou d'auto-hypnose par des professionnels qui ont travaillé sur le sujet, qui référencent leur application, qui l'ont testé, et d'autres qui vont être faits par on ne sait pas très bien qui, monsieur ou madame Michu, qui a aucune formation particulière, et quand vous allez télécharger l'application sur le smartphone, si vous n'êtes pas un peu averti, hein, eh bien, vous pouvez recourir à des pratiques ou des applications qui n'ont pas été suffisamment accompagnées. Donc, ça pour vous dire que finalement, le conseil que je vais donner, c'est que, ça c'est le mot je vous ai parlé de thérapeutique
non médicamenteuses. Il y a un terme assez voisin, mais qui ne se regroupe pas complètement, c'est celui de thérapie complémentaire ou de médecine complémentaire. Et vous voyez que les grands cadres sont assez voisins, mais dans le principe de la thérapie complémentaire, souvent, il va y avoir le fait que, contrairement à une application de smartphone, elle va passer par quelqu'un qui va médier, c'est-à-dire un hypnothérapeute ou quelqu'un qui fait de la médecine traditionnelle chinoise. Et le conseil que je vais donner, vous voyez, c'est de recourir à des praticiens qui sont, encore une fois, diplômés et dont vous savez d'où ils viennent. Alors, un article qu'on a publié dans l'encyclopédie médico-chirurgicale, hein, qui est médecine conventionnelle et pratique de soins non conventionnels, pour dire que finalement, il y a des zones de recouvrement et que ce serait certainement une erreur que d'opposer, hein, d'un côté la vraie médecine, de l'autre côté la fausse médecine qui serait faite par des vendeurs de poudre de perlimpinpin. Et si je prends l'exemple, vous voyez, du service dans lequel je travaille, je sors d'un staff où vous avez un psychologue qui pratique l'hypnose ou une infirmière qui pratique l'hypnose ou un médecin qui fait de la médecine manuelle. Et vous voyez, c'est des zones de recouvrement, hein. Dans les centres de la douleur en France, on doit pouvoir proposer aux patients des approches que le ministère de la Santé appelle non conventionnelles, c'est-à-dire que ce n'est pas de la médecine de prescription de médicaments, et qui pourtant, chez nous, est pratiquée par des professionnels de santé. Bon, je ne vais pas m'attarder trop, mais simplement pour dire que la médecine dite intégrative, en condition, encore une fois, à ce qu'on respecte la stricte définition, c'est-à-dire que si vous regardez sur Internet, vous allez avoir des tas de gens qui vont vous dire qu'ils font de la médecine intégrative et qui ne sont pas des professionnels de santé, alors même que la définition de la médecine intégrative, c'est d'associer, vous voyez, dans une indication donnée, par exemple la douleur, par exemple l'anxiété, par exemple l'insomnie, les approches en médecine conventionnelle, autrement dit médicaments de la douleur, kinésithérapie, approche psychothérapeutique de la douleur, et des approches complémentaires ou non conventionnelles validées le mieux possible dans cette indication. Donc, vous voyez, c'est la médecine intégrative, c'est d'associer les deux composantes avec des praticiens reconnus. Voilà, c'est ce que n'est pas la médecine alternative, hein, qui peut entraîner des pertes de chance ou des pertes de chance pour le patient ou des dérives. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps de parole. Merci beaucoup, professeur Nizar. J'étais justement en train de voir qu'il y a une question qui demandait si votre diaporama serait envoyé et j'allais répondre que je n'en avais pas discuté encore avec vous. Aucun problème, je vous envoie volontiers ce diaporama. Voilà, donc je le diffuserai en même temps que le mail qui annoncera la mise en ligne du replay de ce webinaire pour Madame Lobro, du coup. Alors, nous avons une petite demi-heure devant nous d'échange. Donc, monsieur, le professeur Nizar a eu l'occasion, lui, de réagir à vos deux présentations, mais peut-être vous-même, Madame Kerland, Monsieur Angevert, vous souhaiteriez réagir. Autrement, j'ai un certain nombre de questions à vous proposer, mais je vous laisse déjà voir si vous souhaiteriez réagir en premier lieu. Mais je réponds effectivement tout à fait positivement à ce qu'a dit monsieur le professeur Nizar, parce qu'effectivement, en plus, je connais et je défends tout à fait, puisque je suis moi-même de l'autre côté aussi, d'ailleurs, toujours professionnelle formatrice sur ces questions éthiques et relations patients. Et effectivement, mais c'est encore long à se mettre en place, et particulièrement, vous parliez, je l'ai utilisé, moi je l'ai moi-même utilisé, donc l'utilisation de faire intervenir des patients partenaires. Alors je l'ai fait en enseignement initial d'orthophonie, en formation continue d'orthophonie, et c'était très performant. Mais surtout, là, je l'ai fait, alors je parle du côté, puisque je suis là en tant que représentant des usagers, je l'ai fait récemment à la CPTS de mon Mm, territoire. mm, J'ai fait mm. intervenir un patient qui avait un parcours santé d'ailleurs qui était très positif, hein, vis-à-vis du milieu médical et de tout ce qui s'était passé, mais qui était capable d'analyser et qui a expliqué aux étudiants, c'était des étudiants en dernière année de santé, là, ce qu'on appelle en Franche-Comté éductour, et qui a expliqué un petit peu ces questionnements. C'est lui qui a cité l'exemple des médicaments.
où il fallait qu'il organise, où c'était des boîtes de vin, des boîtes de 2, des boîtes, etc., des médicaments qu'il fallait prendre à telle ou telle heure. Et il s'est posé la question, non pas tellement pour lui, qui déjà, bon, il fallait qu'il l'organise, mais pour les gens qui n'avaient pas accès à toutes ces informations, qui lisaient pas forcément les notices, qui n'avaient pas eu les explications de la part de leurs professionnels suffisamment. Hein. Donc, effectivement, c'était ça. Bon, et puis, euh, effectivement, alors je pense que les informations, et ça c'était très intéressant, votre diaporama sur médecine non conventionnelle, médecine intégrative, etc. Parce qu'effectivement, je pense qu'au niveau du public, il y a énormément de confusion. Et comme les chiffres vous le montrez, 80% des personnes vont se tourner vers toutes sortes de médecines, etc. Eh bien, je pense qu'il faudrait qu'on ait beaucoup plus et qu'on travaille ensemble entre usagers et milieu médical sur ces questions pour que la bonne information puisse circuler. Voilà, je pense que c'est Alors, déjà sur ce point, je me permets de rebondir tout de suite parce qu'il y a un travail qui est engagé déjà avec France Asso oui, Patients, oui, le CUMIC et la Fédération hospitalière de France pour produire, j'espère, en 2025, un guide de bonne pratique des médecines complémentaires à l'hôpital. oui, On devait le produire au premier trimestre 2025 parce que un comité ministériel d'appui à l'encadrement des pratiques de soins non conventionnels a été mis en place en 2023 par Agnès Firmin-Lebaudot. Et il y a eu plusieurs réunions interprofessionnelles. Il y avait effectivement la Haute Autorité de Santé, l'INSERM, les ordres, l'Académie de médecine, etc. Et malheureusement, ce comité ne s'est plus réuni depuis les changements de ministre. Donc, on a oui, interpellé le nouveau ministre en espérant que ça se réactive, mais ministre ou pas ministre, on a bien l'intention de proposer ce guide conçu avec France Assurance Patients super. et la Fédération hospitalière de France parce que Mm, on est convaincu que dans les établissements hospitaliers publics, privés et les établissements médico-sociaux, il y a tout intérêt à ce qu'il y ait un encadrement de ces pratiques pour le patient, pour les familles, pour les mm, professionnels. mm. Alors Mm. justement, du coup, on avait échangé ça, professeur, pendant notre temps préliminaire, où vous aviez suggéré de proposer quelques questions à se poser avant de choisir d'avoir recours à une pratique non conventionnelle, que ce soit auprès d'un professionnel nouveau que vous ne connaissez pas, ou bien en plein accouchement, on vous propose une pratique diverse et variée pour vous aider à mieux accoucher. Euh, qu'on soit en bonne capacité de se poser cette question ou un peu moins, vous aviez plusieurs questions à proposer. Alors voilà, merci de me redonner brièvement la parole, hein. Donc effectivement, ce qu'on a publié, et ceux d'entre vous qui veulent regarder ou vérifier ce que je viens de dire, vous le trouverez sur le site de ce collège CUMIC qui est cumic.fr. Donc on a proposé et publié des feux rouges qu'on a d'ailleurs soumis au ministère de la Santé. Et une des productions de ce comité d'encadrement aux pratiques de soins non conventionnels devait être de faire connaître à la population ces fameux feux rouges. Et on espère qu'ils seront portés à la connaissance du public au même titre que les messages que vous avez lus qui étaient produits par la Caisse nationale d'assurance maladie sur la lombalgie, le bon traitement, c'est le mouvement. Donc on pense que c'est un sujet suffisamment important pour faire connaître au public ce que peuvent être ces feux rouges. Donc, vous voyez, il y a des signes d'alerte qui doivent faire se poser des questions aux professionnels ou aux patients si, dans le cadre de ces médecines dites non conventionnelles ou complémentaires, il a recours à un professionnel qui n'est pas un professionnel de santé. Il faut qu'il soit alerté. Ça ne veut pas dire que le professionnel n'est pas bon, mais vous savez que si Madame Kerlan, Monsieur Angevert veulent poser une plaque en disant qu'ils font de l'hypnose en bas de chez eux ce soir, il n'y a aucun texte réglementaire qui va leur interdire de le faire. Donc, vigilance, s'il n'est pas professionnel de santé, s'il n'a pas de diplôme, s'il tient des propos remettant la science en cause, ou alors s'il incite à l'usage exclusif de sa méthode, et a fortiori s'il dit arrêtez les traitements conventionnels, si on parle du cancer, par exemple, c'est suspect, ou si le praticien prodigue des actes invasifs, des piqûres, une ingestion de produits, etc., alors qu'il n'en a pas le droit, ou s'il fait des actes non consentis, hein, des actes notamment au niveau pelvien, et là, évidemment, c'est un sujet de grande inquiétude.
Alors, évidemment, plus la maladie est grave, plus il faut être prudent. C'est sûr que si vous avez un rhume et que vous recourez à des techniques de grand-mère, de toute façon, la durée du rhume, elle sera pas, enfin, il y aura peu d'impact, je veux dire, sur votre santé en général. C'est une maladie bénigne. La plupart des maladies bénignes, le rhume, la lombalgie, la migraine, on va dire dans leur forme bénigne. C'est sûr que si vous avez affaire à des traitements non conventionnels, ça portera moins de conséquences que si vous avez une maladie chronique potentiellement sévère, si vous êtes en situation de vulnérabilité. Mais ça ne veut pas dire à l'inverse que si vous avez un cancer, même évolué, vous ne pouvez pas tirer bénéfice de ces approches. Donc, vous voyez, c'est simplement une vigilance. Et puis, il y a des éléments qui ont lié aux quatre. Si vous êtes dans un parcours de soins que vous avez à faire, vous voyez, un professionnel de santé, une infirmière qui fait du toucher relationnel dans le cadre d'un cancer où on voit qu'il y a besoin de détente, de lien, de relation et qu'elle a le temps pour le faire, c'est pas la même chose que si vous allez voir quelqu'un qui est hors cadre, qui travaille a fortiori dans un cadre isolé. On a beaucoup entendu parler, vous voyez, de yogis dans le Massif central qui avaient recours à des pratiques douteuses dans des endroits très isolés. Bah, là, c'est sûr que c'est beaucoup plus à risque. Et puis, il y a la question du coût, parce que beaucoup de ces approches ne sont pas remboursées. Et donc, si elles ne sont pas remboursées et qu'a fortiori, elles ont un coût déraisonnable par rapport simplement au coût d'une consultation médicale habituelle. Vous savez que la consultation de généraliste est passée au 1er janvier à 30 euros. Bon, c'est sûr que si quelqu'un vous propose de vous facture 150 euros pour faire quelque chose alors qu'il n'est pas un professionnel de santé, qu'il n'a pas de diplôme dans un cadre isolé, tout ça cumulé fait qu'il faut ne pas hésiter à reculer, voire même dans certains cas à signaler aux autorités compétentes quand il y a un risque de dérive. Merci. J'aurais une question, alors plus spécifiquement pour Luc Angevert. À vous écouter, je vais vous titiller un peu exprès, mais on pourrait croire que la vulgarisation en santé est impossible. En fait, qu'à partir du moment où on est obligé de résumer, de grossir le trait, on sort Ben, de l'information véritable. un peu ce que le professeur Nizar nous a un peu dit, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un biais chez les journalistes, c'est qu'on a envie souvent de titrer fort, c'est-à-dire qu'on a envie de titrer impactant, compréhensible tout de suite, et après on décline, et après en général, souvent d'ailleurs, l'article va être souvent plus mesuré que le titre, le chapeau pareil, c'est-à-dire qu'en fait, on a toujours envie d'avoir des editings un peu forts, un peu choc, un peu... Parce que, ben, comme pour tout, parce que et il faut mobiliser l'attention des gens, il faut les intéresser, il faut essayer de faire des annonces fortes. Et c'est vrai, comme disait le professeur Nizar, si on titre sur des zones grises pour dire, et qu'on dit la vraie réalité scientifique des faits, qui va dire de dire dans 73% des cas, il y a un léger mieux à hauteur de 16%, etc., c'est sûr que forcément, si on donne cette vérité-là, en vrai, et qu'elle n'est pas très vendeuse. Alors, si on a un média comme le mien, qui de toute façon n'est pas un média qui fonctionne sur du clic, etc., et sur du nombre, entre guillemets, c'est pas très grave. On peut titrer vrai, on peut titrer, laisser des titres très longs où le médecin a vraiment sa place et dit vraiment sa vraie vérité et on laisse toute la mesure. Mais si on est sur un plateau de télévision et qu'on fait vraiment de la vulgarisation, justement, et qu'on s'adresse au plus grand nombre, pour s'adresser au plus grand nombre, on est quand même obligé de simplifier sa pensée. Ça, c'est quand même quoi qu'il en. Donc, on peut vulgariser, mais vulgariser, justement, c'est donner une espèce d'ébauche. C'est en aucun cas, en tout cas, soigner les gens. De toute façon, c'est ça. C'est qu'il y a aussi, on peut se dire, on vulgarise, c'est pour donner de l'information en général, expliquer ce qu'est une chimiothérapie, ce qu'est une hormonothérapie, etc., et que les gens aient une vague idée de ce que c'est. Il n'empêche que c'est jamais des consultations. Et de toutes les façons, tous les médecins, tous les professionnels de santé qui prennent la parole dans une émission, etc., vont toujours finir, et à la fin des articles, vont toujours dire, de toute façon, voilà, en aucun cas cela remplace une consultation, etc. Il faut, si vous vous sentez malade, aller consulter un médecin parce que chaque patient est différent, chaque pathologie est différente et chacun voilà, mérite l'attention complète d'un médecin. Mais c'est vrai que la vulgarisation, par essence même, pour moi en tout cas, ça reste une approximation, quoi. C'est on grossit le trait, on essaye de faire un espèce de schéma
pour rendre l'information accessible, mais les gens n'ont pas tous, même si Mireille Calland disait voilà, que les associations demandaient maintenant à ce qu'il y ait un petit bagage scientifique qui soit donné à tous les enfants pour justement pouvoir comprendre leur santé, ben, il n'empêche qu'il faut déjà que les gens s'y intéressent, il faut déjà que les gens aient un minimum de prérequis de science ou de même de logique ou même de compréhension ben voilà, d'un niveau socio-éducatif suffisamment élevé pour pouvoir comprendre tous les concepts, pouvoir comprendre tous les vocabulaires et pour pouvoir, dans ces cas-là, avoir l'information la plus précise possible. Et puis, ça dépend aussi combien de temps dure la prise de parole. C'est vrai que le cas du professeur Nizar, c'est assez typique. De toutes les façons, tous les journalistes, quand on va faire un reportage ou quand on va passer une demi-journée, on va passer 4 heures, 5 heures. Si c'est un sujet vidéo, il fait 2 minutes. Si c'est un sujet radio, il fait 2 minutes aussi. Si c'est un article, il va faire maximum 4 ou 5 000 signes voilà, parce qu'on ne peut pas mobiliser le temps des gens. Et ça oblige à aller, entre guillemets, à l'essentiel, mais à l'essentiel du journaliste, qui n'est peut-être pas l'essentiel du médecin. Et en tout cas, et alors après, normalement, par contre, ce qui se fait quand c'est un médecin, par exemple, on est censé quand même faire relire à un médecin ou faire réécouter à un médecin sa citation pour quand même, si on a enlevé du contexte, il ne faut pas non plus tronquer normalement le sens réel de ce que la personne a dit. Sinon, c'est Mais de la du coup, manipulation. c'est peut-être pour ça qu'il y a de plus en plus de professionnels de santé qui vont sur les réseaux parce que du coup, ils gèrent leur format. Vous voyez, par exemple, si Oui, vous prenez la thèse en 180 minutes, la présentation de sa thèse en 180 minutes, c'est une forme de vulgarisation, mais le, le diplômé de sa thèse, le docteur, pardon, mm. maîtrise son sujet, sait quel est le temps limité et, bien qu'il fasse de la vulgarisation, peut proposer un contenu, on va dire, à la hauteur du travail fourni. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles les professionnels de santé, peu à peu, ont un attrait pour les réseaux sociaux. Oui, mais même un médecin qui va aller sur TikTok, s'il doit résumer en 5 minutes la recherche qu'il a mis 6 mois à faire avec des cohortes, etc., et une thèse qui fait 800 pages, il va quand même être obligé d'aller, entre guillemets, à l'essentiel et donc d'enlever plein de prérequis, d'enlever plein de biais. Il ne pourra pas tout dire, c'est obligé. Et alors, il pourra juste dire aux gens, allez vous référer à la source. Ce qu'il faut faire aussi, normalement, quand on est un journaliste et qu'on fait un article sérieux, de toutes les façons, si on a simplifié, etc., on est quand même censé mettre le lien avec la source originale de l'étude, etc., disponible pour que les gens vraiment intéressés et que ça concerne puissent quand même aller chercher les informations qu'on a tronquées ou pour justement. Vous savez que c'est le choix du journaliste et c'est le rôle du journaliste de simplifier, de rendre quelque part le sujet abordable par tous. Mais du coup, en le rendant abordable par tous, forcément, il le simplifie quand même et en le simplifiant, il enlève de sa réalité médicale, quoi. Pour autant, même si le journaliste sait que la plupart des personnes ne vont pas aller lire l'étude, ça peut être un signal pour le lecteur de voir que le journaliste met à disposition l'étude en question. Moi, j'avoue que, alors je ne suis pas scientifique de formation, mais quand je lis un article de santé qui dit une étude dit que et que l'étude n'est pas citée, qu'il n'y a pas de lien hypertexte, d'office, ça limite mon attrait pour la chose. Et c'est vrai que peut-être que c'est de ce côté-là aussi où il y aura une marge d'amélioration. Et puis quand vous parliez tout à l'heure voilà, des 10 recommandations qui sont sorties par la Maison de la Chimie, l'Ordre des médecins et YouTube, ces 10 recommandations, elles sont pas légères. En fait, moi, en lisant ça, je me demande dans quelle mesure un professionnel de santé a le temps pour son métier et pour faire un contenu, pour débunker des fausses informations sur les réseaux sociaux à la hauteur des enjeux, Oui, mais ces sans médecins être rémunéré. Oui, mais les médecins influenceurs en question qui sont concernés, qui ont signé la charte, c'est des médecins, moi j'en ai interviewé plein, j'en ai rencontré plein, c'est des médecins qui sont souvent en exercice et qui sont mis sur un exercice à mi-temps et qui font un mi-temps youtubeur parce que écrire leurs vidéos justement, les écrire en s'informant vraiment avec des vraies informations, se filmer, monter, etc., faire, finalement ils font un peu journaliste quoi. Bon ben en vrai du coup, ils peuvent pas faire tout, si on fait tout comme ça à la volée avec son téléphone, c'est sûr qu'on ne fait pas de l'information de qualité. Mais ces médecins, pour ceux qui ont vraiment une très grosse communauté et qui ont été interrogés par YouTube pour définir cette charte, sont des médecins qui prennent le temps d'informer justement et qui le font 2, 3 jours par semaine réellement. Certains ont même des assistants qui s'occupent de gérer l'après pour la publication, etc. Parce que
parce que c'est une source de revenus aussi, et c'est aussi c'est un média en vérité. C'est que les médecins deviennent des médias dans ces cas-là, et c'est très bien quand c'est fait correctement, quand justement c'est fait avec éthique et déontologie, et que justement il n'y a aucune autre vérité que d'informer au mieux les gens sur la santé, pour éviter qu'ils se précipitent aux urgences pour rien, pour fluidifier le parcours de soins, pour éviter que les gens s'angoissent, etc. Bon, en vérité, c'est plutôt, ils font plutôt œuvre de pédagogie, et c'est plutôt bien pour tout le monde. Mireille, allez-y. Moi, je voulais juste ajouter, par rapport à cette information, en fait, elle peut être très lisible et bien sûr scientifique. L'exemple que j'ai, c'est puisque je siège en tant que représentante des usagers en comité de protection des personnes. Donc, les recherches, c'est quand même des textes hyper scientifiques, on ne peut pas dire moins. Et on vérifie justement que les informations qui sont données aux patients qui vont participer à la recherche, et souvent on est obligé d'intervenir, mais il y a justement tout un travail très intéressant qui est fait actuellement. En particulier, je pense à l'INSERM qui est en train de travailler sur les notices d'information. Mais bon, là, elle s'adresse justement à tout patient et quelquefois des patients qui n'ont pas forcément un niveau culturel éduqué, qui n'ont pas été éduqués scientifiquement, etc. Hein, donc, c'est pour répondre aussi peut-être un petit peu à cette question de comment éduquer. Je pense qu'on peut le faire de façon tout à fait abordable et précise et scientifique, puisque dans les notices d'information, on arrive alors soit par exemple en utilisant un langage plus facile, plus simple, plus clair, de façon à ce que ce qu'on appelle le FALC, hein, le facile à lire et à comprendre, par exemple, pour des gens qui ont vraiment des niveaux de lecture très, très, très bas, mais aussi faire que quand même, souvent, les scientifiques, les chercheurs ne pensent pas toujours que cette information doit être claire. Ce que je disais tout à l'heure, clair, hein, ça c'est un terme important, approprié, c'est un deuxième terme aussi, et bien sûr loyal. Et donc, l'INSERM travaille justement avec les chercheurs pour que cette information soit claire. Je pense qu'on peut tout à fait faire de la bonne information très scientifique auprès du public. Simplement, voilà. Et effectivement, ça rejoint un petit peu ce que disait Luc Angevert et aussi le professeur Nizar. C'est dans quel but? Est-ce que les gens le font pour se faire voir, pour diffuser, etc. Ou est-ce que c'est effectivement pour, de façon éthique, on va dire aussi. C'est ça aussi. Les questions, elles sont là aussi derrière. Après, ça rejoint toute la question de l'information du patient pour qu'il ait un consentement éclairé à ses soins. Sûr. Quand Bah vous êtes oui, face à des personnes frustes qui ont un niveau de littératie très bas, le professionnel de santé se retrouve à adapter son discours. mais tout à Donc fait. voilà, pour Faisable. autant, il faut que l'information soit complète. Si la personne n'a pas compris que dans une opération, elle va être anesthésiée et ouverte, c'est problématique. Il faut commencer par là. J'allais justement vous demander, Madame Kerlan, si vous aviez des pistes de réflexion, parce que comme on sait que le niveau de littératie est directement indexé sur la capacité des personnes à prendre soin d'elles, à prendre soin de leur santé, comment faire pour les professionnels de santé, mais aussi peut-être pour les organismes ou pour nous dans des conversations privées, pour réussir à rejoindre ceux qui sont les plus éloignés ou peut-être les moins éduqués et qui ont besoin tout autant, voire plus, de cette information en santé, puisque souvent ce sont aussi des publics eh bien, fortement précaires et vulnérables. Alors, il y a des actions qui sont faites. Je vois déjà, je le sais parce que je vois les actions qui sont faites. Par exemple, l'exemple, c'est la CPTS où je suis, où il y a une infirmière santé publique qui va auprès des populations plus précaires, éloignées, comme on dit, de la santé, pour effectivement des gens qui souvent d'ailleurs ne vont pas du tout voir les médecins, etc., qui se soignent même pas du tout, et qui donc arrivent souvent au moment où c'est urgent, où c'est aigu, donc c'est quelquefois même beaucoup trop avancé. Et donc, il faut du temps, il faut être en confiance, pareil, je redis la même chose, c'est-à-dire pouvoir déjà qu'ils puissent entendre les professionnels, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des travailleurs sociaux ou des éducateurs ou des professionnels de santé, ou éventuellement, et c'est là aussi joue la pérédance qui peut se mettre en place, qui se met en place dans différents endroits. Parce que, par exemple, on est plus près d'écouter quelqu'un qui nous ressemble dans un premier temps, et surtout dans ces populations, que quelqu'un qui est en supervision et qu'on a toujours vécu dans sa vie comme étant celui qui est au-dessus, et donc du coup on se méfie un tout petit peu pour plein de raisons.
Donc, je crois qu'il y a des solutions qui sont en piste, mais qu'il faut pouvoir mettre en place. Je pense qu'il y a déjà des tas de choses. Ce qu'on appelle l'aller vers, par exemple, dans la santé, il y a des actions hein, qui commencent à être mises en place. Et il faut effectivement avoir les moyens du temps. On est toujours, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais juste aussi, quand on parle d'éduquer, je pense que c'est pas que d'ailleurs sur ce plan de la santé, mais pouvoir faire que les gens, dès l'enfance, comprennent qu'est-ce que sont les réseaux, l'information qui est diffusée à droite à gauche, qui intervient. On est noyé hein, dans ce monde de l'information et on ne sait pas toujours. Moi, je pense que c'est toute une éducation à faire hein, par les familles et par l'éducation nationale, et etc. C'est un gros sujet, hein, parce que sans Ah, entrer oui. dans ce débat maintenant, parce qu'on va bientôt conclure notre webinaire, mais si on prend ne serait-ce que la question de l'éducation sexuelle dans les établissements, qui est particulièrement chargée en termes émotionnels, hein, on est d'accord, mais la question de la santé ne l'est pas beaucoup moins, de l'alimentation ne l'est pas beaucoup moins non Par plus. exemple. Tous ces sujets-là, portés par l'éducation nationale, seraient pour le moins discutés, sans être forcément discutables. Alors, on va arriver à la fin de notre webinaire. J'avais d'autres questions pour vous, mais malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Je tenais déjà à remercier chacun pour ce temps vraiment passionnant et intéressant. Et je vais conclure par les mots suivants. Donc, l'information en santé des patients via les professionnels de santé ou par leurs propres moyens correspond à une exigence de notre mode contemporain d'envisager la santé. Alors même que le patient est davantage informé de ses droits et des procédures qu'il va subir, la question du consentement éclairé est centrale et laisse toujours en suspens la certitude d'une pleine compréhension. L'enquête que j'ai citée en introduction a permis d'établir un lien entre littératie en santé et activité physique ou consommation de fruits et légumes, par exemple. Ainsi, plus le niveau de littératie en santé augmente, plus la probabilité de pratiquer une activité physique régulière et de consommer des fruits et légumes tous les jours augmente. Ces résultats mettent en lumière l'importance de prendre en compte les inégalités sociales d'éducation, j'ai sauté une ligne, les inégalités sociales dans l'élaboration des politiques de santé. Cela passe par le développement de dispositifs de soins, d'éducation et de promotion de la santé plus équitables et mieux adaptés aux compétences de la population. À l'heure où un patient bien informé est un patient mieux formé, les personnes prenant soin de leur santé sur des informations biaisées sont une préoccupation majeure, autant pour leur propre santé que d'un point de vue de santé publique. Si la désinformation en santé doit être traquée et démentie afin de préserver la santé des personnes, il est certain qu'elle est un corollaire de notre société d'information et ne disparaîtra jamais. Aucune solution miracle n'existe si ce n'est un effort pluriel, conjoint et politique d'être attentif au discours sur la manière de prendre soin de nous et de nous soigner. Intégrer l'incertitude comme une variable avec laquelle il faut composer dans notre recherche d'informations en santé est peut-être notre meilleur rempart contre l'absolutisme si notre recherche d'informations s'allie à une saine autocritique et une demande de conseil auprès de professionnels en qui nous avons confiance. De manière plus générale, c'est un appel à retenir nos conclusions hâtives, à savoir remettre en question nos convictions et connaissances sans nous effondrer, à accepter que les phases d'incertitude font partie du processus de connaissance et que ce n'est pas nécessairement une expérience désagréable. Donc, je remercie à nouveau mes intervenants. Je remercie également tous les participants à ce webinaire. Il sera donc, comme nous le disions, prochainement disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Vous recevrez un mail à ce moment-là d'information de sa mise en ligne, ainsi que le diaporama du professeur Nizar qu'il m'a déjà envoyé. Je vous remettrai également le lien de l'étude que j'ai citée en introduction. Le REBFC organise prochainement d'autres événements, notamment une série de webinaires qui commence en février sur les enjeux de la santé mentale. Son premier webinaire aura lieu le 11 février et parlera des enjeux éthiques de la psychiatrie adulte et introduira la notion de santé mentale. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, notre site internet, pour suivre notre actualité. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci à tous.